Et en fait, CARF et donc DAC8 part d'un principe très simple. Les gens les mieux placés pour collecter les infos crypto et les déclarer, c'est des prestataires, les entreprises qui fournissent des services crypto. Mm. CARF, DAC8, dit aux prestataires qui fournissent des services crypto, vous allez être notre vigie, vous allez être nos yeux. Moi j'ai dit cette image, elle me fait toujours beaucoup rire, tu la connais sans doute, c'est le fétiche dans Kirikou. Et les prestataires sont le fétiche voyeur au sommet de la Ah, maison de ouais, Karaba. de Karaba. Donc bon, c'est vraiment l'image, je l'avais utilisée pour mon article sur DAC8, et donc Karaba c'est le fisc. C'est vrai que ça lui Et ressemble bien. voilà, je pense que Karaba est moins malveillante. Puis à la fin, Karaba est soigné, Voilà, le fisc reste dans sa nature ambivalente voilà, de taquet. Tu as vraiment ces 4 phases de c'est un objet pour les dégènes, il y a des plateformes, mais les banques bloquent. A, les banques ne bloquent plus les virements. A, les banques ont leur propre crypto. Ouais. Et encore, si tu veux, Bitcoin, il y a encore les cryptos qui tiennent les chevilles, tu vois. Donc les cryptos le tirent avec eux, Ouais. alors que Bitcoin, au contraire, sa proposition, elle est radicalement opposée aux autres cryptos. Tout à C'est fait. bien Bitcoin et les autres. Et donc on dit dire les cryptos et mettre Bitcoin dedans, c'est vrai peut-être juridiquement. Juridiquement, Bitcoin est un crypto. Mais économiquement, c'est un actif d'une nature fondamentalement différente de par sa proposition, de par ses caractères. Il y a Bitcoin et les autres cryptos. Donc il faut vraiment les ségréguer de ce point de vue-là. Mais les autres cryptos tirent Bitcoin vers le bas par le levier, par le sentiment du marché. Donc le cordon ombilical entre Bitcoin et les cryptos n'est pas encore rompu. Moi je pense que Bitcoin réalisera sa proposition quand on aura compris qu'il ne faut pas l'assimiler aux cryptos. Le pouvoir de lever l'impôt détermine l'endettement. Un État qui peut lever beaucoup d'impôts peut s'endetter beaucoup. Un État qui peut lever beaucoup d'impôts et le recouvrir fiablement inspire confiance. Là, la France s'endette beaucoup parce qu'elle avait un impôt très fort. Mais la France ne peut plus lever d'impôts en plus. Donc sa capacité de s'endetter plus, elle est nulle. Donc en fait, on est bloqué sur les impôts, on est bloqué sur le surplus d'endettement, on est bloqué sur la réduction des dépenses sociales. J'ai envie de dire échec et mat. J'ai envie de dire échec et mat et bye Bitcoin. Voilà, Bonjour Pierre. Bonjour Elodie. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah, ça va très bien. Je suis très ravie de t'avoir sur ce plateau. On a pas mal échangé sur LinkedIn et tout ça, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi en direct aujourd'hui. Tout à fait, ça fait des mois que c'était prévu. C'est les jours J. Voilà, c'est ça. Donc on est tout content. Il y a une tradition dans l'émission, c'est que l'invité déjà se présente et nous raconte comment il est rentré en contact avec l'objet curieux qu'est Bitcoin et puis comment il rentre dans le terrier du lapin. Excellent. Je me présente, donc c'est Pierre Fini, je suis doctorant à l'université Paris-Saclay, dans le sud de Paris. Je fais mes recherches sur le trust, mais récemment, je me suis beaucoup concentré sur les cryptoactifs. J'écris sur les cryptoactifs alors sur LinkedIn depuis janvier 2024, et j'ai commencé à publier des articles dans des revues plus sérieuses de juristes spécialisés à partir de mars-avril 2024 jusqu'à aujourd'hui. J'ai publié pas loin d'une dizaine d'articles sur les cryptos, ça va de la fiscalité à l'exit tax, aux cryptoactifs en droit civil, au règlement MICA. Donc j'essaie vraiment de proposer aux juristes, aux intéressés, vraiment un panel d'articles sur les cryptos, avec une expertise qui va sur les textes, qui se réfère aux auteurs autorisés, au manuel, vraiment en proposant une sorte de réflexion approfondie pour rendre cet objet encore méconnu et assez craint des praticiens, pour le rendre en fait connu et connaissable. Parce que si les praticiens l'adoptent, je pense que c'est aussi ma vision, c'est qu'il faut que les praticiens du droit l'adoptent et le maîtrisent pour que vraiment ils rentrent dans les mœurs comme un produit qui est proposé par les avocats, par les notaires, qu'ils soient confiants quand ils doivent rédiger les contrats et les autres actes. Et même pour les juges, les juges aussi lisent ces revues. Donc vraiment, les juristes, que ce soit les praticiens ou les juges, ont besoin de connaître l'outil pour le maîtriser dans leur pratique du droit. Donc c'est ma mission, c'est vraiment démocratiser juridiquement les cryptos, et Bitcoin bien sûr en tête en poupe. Alors comment j'ai rencontré Bitcoin? Il y a trois phases. C'est des phases d'ailleurs, 3 ou 4 phases d'ailleurs qui ressemblent à la phase d'adoption de Bitcoin. J'ai commencé à le voir passer sur les forums obscurs qu'on ne citera pas en 2010-2011. Il y avait des posts, vraiment, c'est des posts en majuscules, buy Bitcoin retard. Si tu veux, tu pourras couper au montage, ça. Et
Mais en fait, c'était l'époque où Bitcoin ne pouvait pas être acheté sur des plateformes. C'était vraiment, fallait le miner, ou fallait l'acheter vraiment de pair à pair, ou sur des sites vraiment très spécialisés, un peu douteux. T'avais pas envie d'entrer tes coordonnées, donc tu le vois passer, et tu te dis bien sûr rétrospectivement, ah oui, j'aurais dû acheter Bitcoin. J'ai vu Bitcoin en 2011, mais en fait, ça sert à rien de dire ça parce que tu l'as pas acheté, t'étais comme tout le monde, tu t'en foutais, tu te moquais des gens. Mais je l'ai vu passer, ça existait, je l'ai vu. C'était dans mon champ vraiment, très loin dans mon cerveau. Euh, Ensuite, en 2016, il y a un ami que je salue d'ailleurs, hein, qui aura tout fait finalement pour moi, mais ça n'aura pas marché, qui m'avait dit, lui qui était dans Bitcoin, déjà bien dedans, qui m'avait dit, faut que tu achètes Bitcoin et tout. Et c'était l'époque où il y avait des exchanges déjà. Il y avait des exchanges, il y avait Bitstamp déjà. Et j'avais essayé, donc j'avais créé mon compte Bitstamp, et j'avais voulu abonder ce compte avec des euros. Mais ma banque, pour ne pas la citer, le Crédit Lyonnais, avait plutôt bloqué les opérations. Donc, j'avais arrêté. Je crois que j'avais essayé de faire un compte d'une néobanque Boursorama, mais j'avais pas conclu. Donc, je peux dire que c'est la faute de la banque. Mais si j'avais persévéré, en fait, j'aurais pu abonder le compte et acheter Bitcoin. Le cours, dans mon souvenir, c'était 8 000 euros. Aujourd'hui, c'est bon, là, aujourd'hui, c'est en bear market, c'est une sorte de début de bear market ou Ouais. de panique, mais ça vaut quand même 100 000 euros. Bon, tu fais la différence. Et j'avais fait la démarche, mais les banques étaient un peu bloquantes. Tu vois, c'était déjà légitimé par les exchanges, par les plateformes en fait, mais les banques étaient déjà un peu plus réticentes. Et je l'ai redécouvert en tant qu'objet économique au début 2024, où là vraiment j'ai pu voilà, faire toutes les démarches jusqu'au bout. Et là, les banques n'étaient plus bloquantes. LCL ne bloquait plus. On voit, et en 2024, LCL ne bloquait plus. Et aujourd'hui, en fin 2025, LCL le propose lui-même. Tu as vraiment ces 4 phases c'est un objet pour les dégènes, il y a des plateformes, mais les banques bloquent. Ah, les banques ne bloquent plus les virements. Ah, les banques ont leur propre offre crypto. Ouais. Il y a vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert Bitcoin. C'est par un ami, et je m'y suis intéressé juridiquement au début 2024. Hein. Donc je suis pas du tout un pionnier. Hein. On peut même dire que je suis arrivé sur le tard. Il y a des gens, y compris des juristes, qui l'étudient depuis bien plus longtemps que moi. Mais je suis monté dans le train juridique de Bitcoin. Et voilà, je me suis fait ma petite place, tout simplement. Et en tout cas, quand on te lit, on sent une passion en fait de cet objet. Tu t'es bien investi en tout cas là-dedans. Qu'est-ce qui te fait le déclic? Parce que, je veux dire, il y a des gens qui investissent dans Bitcoin, qui se disent, je vais l'utiliser comme objet économique, mais qui ne font pas forcément le pas, en fait, de le rapprocher de leur activité professionnelle. Qu'est-ce qui, pour toi, fait le déclic qui te dit, bon, là, il faut quand même que je le rentre dans mon objet d'étude et de recherche? Bah, déjà, je m'y suis intéressé économiquement, donc je me suis dit, je vais appliquer mon prisme de juriste à cet objet. Et ensuite, je me suis dit, professionnellement, il y a des gens qui travaillent dessus, mais il n'y en a pas tant que ça, et les travaux qui ont été rendus ne sont pas conclusifs et décisifs. Donc il y a encore une demande de doctrine juridique pour comprendre Bitcoin et les cryptos de manière générale, dans toutes les branches du droit. Il y a la fiscalité nationale et internationale, il y a le droit civil, il y a le droit des sociétés et des affaires, il y a le réglementaire, il y a le prudentiel. Donc il y a vraiment une large gamme de matières juridiques auxquelles on peut confronter Bitcoin et crypto. Donc il y a vraiment du travail là-dedans. Donc, je me suis dit, j'aime ça, allons-y, lançons-nous, on verra où ça me conduira. Euh, Après, moi j'aime bien, j'écris en droit, mais j'aime bien aussi l'économie. En fait, j'aime tout. C'est un objet, moi je suis assez interdisciplinaire. J'aime beaucoup Friedrich Hayek. Et lui aussi a cette lentille, ce prisme interdisciplinaire pour comprendre un objet. Un objet, c'est comme si tu me disais, il y a des gens qui sont monodisciplinaires, et c'est très bien, et ils sont très, très compétents. Mais un objet quelconque ne peut être compris que si on le regarde sous toutes ses facettes. C'est comme si tu avais un cube et tu m'expliquais ce cube en me décrivant qu'une seule de ses faces. Non, le cube, il a plusieurs faces. Et pour vraiment le comprendre, il faut le faire tourner à 360 degrés pour examiner chacune de ses faces. Donc Bitcoin, c'est un objet qu'il faut comprendre par le droit, mais aussi par l'économie, par la psychologie, par la politique. C'est vraiment un objet total. Il ne peut être expliqué qu'en intégrant l'ensemble des disciplines de la connaissance humaine. Et c'est à ce à quoi je m'essaye, d'abord par le droit, mais je lis beaucoup, toi aussi sans doute, tu sais, tous les économistes qui ont écrit Oui. sur Bitcoin, et des auteurs de psychologie qui ont écrit sur Bitcoin.
des politiques et des philosophes qui ont écrit sur le Bitcoin pour le critiquer ou pour plutôt le promouvoir. Mais tu es obligé. Tu ne peux pas comprendre Bitcoin si tu te dis pas, OK, je vais voir Bitcoin sous tous les angles. C'est vrai. En effet, moi, je venais plutôt du parcours, je suis ingénieur de formation, donc l'économie et tout ça, même le droit, c'était 0 pointé et en fait, en m'intéressant à Bitcoin, comme tu le dis, je rejoins, tout à fait ce que tu disais, c'est que tu es obligé de voir tous les contours de l'objet, donc aller toucher, en fait, à d'autres domaines, qui sont pas forcément le domaine, duquel on vient à la base, donc ça en fait un objet qui nous force à apprendre. Ouais, ça te confronte à tes certitudes et si tu les examines de manière sincère, tu vas les dépasser. Peut-être pas les remettre en question intégralement, mais tu vas mettre de l'eau dans ton vin. Il y a beaucoup de gens qui voilà, Bitcoin rend humble. Je pense que Bitcoin rend humble quand on l'étudie avec sérieux et avec honnêteté et avec un véritable désir d'apprendre. C'est-à-dire pas en se disant: «Je vais l'étudier pour le critiquer», parce que tu pars de la conclusion. Si tu pars de la conclusion, tu vas forcément sélectionner les données qui vont dans ce sens. Bien sûr. Faut l'étudier en fait, de manière honnête. Bon, bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui étudient Bitcoin dans le but de le shield et là, en fait, tu sélectionnes inversement les éléments qui vont dans ton sens. Mais si tu l'étudies de manière, la plus objective possible, ce que je fais en droit, au moins en droit, économiquement, tu peux avoir envie de shield Bitcoin, on est humain, fatalement, c'est de base, si tu es investi dans Bitcoin, que ce soit un petit peu, beaucoup, énormément, ton opinion sur Bitcoin va forcément ne pas être neutre. Vu que quand tu en parles, tu parles d'un actif que tu possèdes. Donc tu vas en parler pour le faire monter, évidemment. Mais au moins en droit, il y a des méthodologies qui font que si ton propos est biaisé et fallacieux, on peut le démontrer très facilement et au moins en droit, la question n'est pas Bitcoin c'est bien, c'est mal, faut-il investir, faut-il pas investir. En droit, c'est qu'est-ce qui va se passer si je fais telle opération sur Bitcoin? Comment je vais le Ouais. qualifier? Quelle opération je vais pouvoir conclure? Quel va être le traitement juridique de l'opération? Donc, les juristes, on a un peu le côté facile de notre propos est pas forcément aussi teinté on ne prend pas les mêmes critiques que beaucoup de gens qui vont se prendre une avalanche de critiques en mode bah tu chies le Bitcoin. Ouais, c'est ça. J'en ai pris quelques-unes qu'on pas d'imbéciles, mais au moins on peut par notre travail sérieux nous exonérer de la majeure partie de ces critiques. Ouais, oui et puis enfin moi je trouve qu'en fait, en tout cas le regarder sous le prisme du droit, ça a un côté, enfin en tout cas quand les lois sont claires, un tout petit peu binaires, de se dire: «Bah, quand tu fais telle action, voici la conséquence en fait, fiscale ou voici la conséquence au niveau du droit». Donc ça, on peut pas, se dire: «Je suis pour ou contre», c'est juste comme ça. Tout à fait, en fait, c'est le droit et que ce soit même le civil ou MiCA. Prends MiCA, prends, TFR, le règlement, anti-blanchiment et toute la réglementation qui s'applique directement ou indirectement aux cryptos, ça peut être DORA, truc sur la cybersécurité, Ouais, ça peut être incidemment les règlements sur l'IA qui sont annexes. Toute cette réglementation, c'est vrai qu'elle étouffe l'innovation, c'est une contrainte critique. Et en même temps, une fois qu'elle existe, une fois qu'elle est digérée et qu'elle est devenue suffisamment stable dans son interprétation et dans l'application qu'en font les autorités de régulation, bah, au moins tu as un cadre et en gros tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. c'est ça. Le problème des cryptos, c'est la phase où tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé et où tu es exposé, comme l'ont été beaucoup d'entreprises aux États-Unis, à une régulation par les procès, par les procédures. La SEC, la SEC, a beaucoup fait ça. Tu as eu tous ces procès, est-ce que c'est une commodity ou est-ce que c'est une security? Parce qu'il n'y avait pas de cadre clair. Donc tu avais ces deux modèles et aujourd'hui le cadre est en train de se clarifier, la SEC abandonne les procédures, donc l'innovation va plutôt être là-bas. Euh, alors qu'en Europe, au moins, on va dire que pour les entreprises qui ont les moyens économiques, financiers, opérationnels pour appliquer ce cadre, ces entreprises-là seront moins nombreuses, mais se partageront à un plus petit nombre le gâteau. Donc, tu as ce côté, la marche est très haute, c'est ce qu'on dit des gens à un événement crypto d'hier. La marche MiCA, la marche réglementaire est extrêmement haute, mais une fois qu'on l'a franchie, bah, on a en fait finalement une stabilité. Donc, c'est des Européens avec les Américains. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, à trop réglementer, donc ceux qui arrivent à survivre à la réglementation seront bien traités. Malheureusement, il y aura un cimetière des startups qui n'auront pas réussi à passer la marche réglementaire. Euh, donc, il y a ce côté, le droit, une fois qu'il est connu, il sécurise, mais il l'élimine. C'est toujours C'est cette ça. ambiguïté. Le droit élimine, mais pour ceux qui ne sont pas éliminés, qui ne sont pas sélectionnés il y a une sélection juridique en quelque sorte des entreprises, ce qui n'est pas forcément la fonction du droit. Normalement, la sélection doit être économique,
mais en Europe, il y a une sélection par la réglementation. Et enfin, est-ce que cette sélection, elle est pas, on va dire, munie de complotistes, hein, mais est-ce que du coup, elle est pas en faveur, en fait, des mastodontes qui ont raté le train, mais qui du coup ont quand même les moyens, donc bah, les petites entreprises, en fait, qui commencent à se développer, vont se faire soit racheter ou comme tu disais, on va avoir un cimetière, en fait, de start-up, là où les gros, en fait, ils pourront se réguler? Là, pour le coup, c'est pas complotiste, c'est un fait connu dans le milieu qu'il y a eu un lobbying important des banques, lors de la rédaction de MiCA. Les banques, elles pèsent elles sont très lourdes, elles sont extrêmement fortes en Union européenne et en France notamment, donc elles ont un poids politique, critique et elles ont pesé, dans MiCA. Voilà, l'exigence de dépôt de 30 voire 60 des fonds, détenus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique, de stablecoin, qui veulent être compliant en Europe, bah, c'est 30 minimum de dépôt dans les banques, c'est 60 pour les gros stablecoins, les stablecoins significatifs. Bah, en fait, ça limite l'effet de concurrence de ces entreprises. Les banques ont, la passerelle, donc les banques qui veulent devenir PSCA, prestataires de services sur crypto, il y a une passerelle simplifiée, l'article 60, de MiCA. Donc oui, les banques ont pesé de leur poids dans MiCA pour se réserver un accès simplifié et limiter le rôle concurrentiel des nouveaux acteurs. Mais c'est pas les seuls acteurs à faire du lobbying. Mais oui, cette réglementation a été faite en partie pour permettre aux gros acteurs, aux banques, de rattraper leur retard sur ce marché, de faire leur offre crypto. Euh, Écoute, c'est comme ça, c'est une réglementation qui est instrumentalisée, pour produire des effets économiques, mais enfin, on sait qu'en Europe, et c'est pas qu'en Europe d'ailleurs, la négociation du droit, elle intègre ces facteurs. Ouais, À des groupes d'intérêt, et ça peut être les syndicats, les entreprises, soit qui ont un avantage et veulent le conserver, soit qui n'ont pas d'avantage et veulent l'obtenir. Et en fonction de leur poids politique, elles vont pouvoir se tailler une part plus importante du gâteau juridique, du gâteau de la réglementation. Hum. Mais c'est comme ça. ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que ça va, enfin, bien évidemment, ça va avoir un impact, en fait, sur l'écosystème, crypto dans les prochaines années, mais au niveau de l'adoption même? Donc l'adoption, en fait, des actifs comme, soit réserve ou outils de paiement. Comment tu penses que ça va impacter, cette adoption? Est-ce que, bah, comme il y a une réglementation, l'adoption va croître ou alors, ça va au contraire freiner l'adoption? Bah, déjà pour les institutionnels, le fait que les banques, que les entreprises autorisées et les plus régulées du marché se mettent à proposer une offre crypto, que ce soit une offre d'investissement, une offre de moyens de paiement, ça va permettre la diffusion des cryptos. C'est clair. C'est une validation et une légitimation par les institutions. Donc là, dans ce cas, pour ça, c'est sûr que l'offre crypto, à laquelle toutes les banques, caracolent, bah, oui, ça va avoir un effet de diffusion des actifs, euh, pour les entreprises et pour le retail. Mais il y a aussi les fintech, il y a aussi les prestataires de paiement, il y a les PSCA, voilà, qui développent des offres. La crypto va se démocratiser et la réglementation y participe. La réglementation permet aux entreprises régulées de les intégrer d'une manière, sûre dans leur offre. Donc oui, le couple réglementation-institution, traditionnelle, ça va diffuser les cryptos. Ça va les diffuser, ça va pas permettre l'émergence de startups innovantes, mais les cryptos comme actifs, ou moyens de paiement vont se diffuser. Là, je pense que c'est clair que cette nouvelle légitimation, elle va avoir cet effet-là. Parce que si ta banque, à la papa, te propose une offre crypto, tu as de nouveaux clients, qui vont en acquérir. On pense par exemple, aux boomers. Bah, les boomers américains, ont d'ores et déjà pu, bénéficier d'une offre crypto par les ETF, Mmh. depuis, 2024. En Europe, c'est les ETF crypto spot, Bitcoin, ou Ether. Ça n'arrivera, pas ou alors dans longtemps. Il faut modifier c'est un 36 tonnes, hein. Il faut modifier la directive sur les ETF, sur les produits financiers. Avant que ça arrive, ça prendra des années. Donc les investisseurs européens, pour s'exposer à Bitcoin par l'intermédiaire des bourses traditionnelles, bah, il y a rien. Il y a il y a les valeurs, crypto-trésoreries, mais actuellement, bah, c'est un bain de sang. C'est un vrai bain de Ouais. sang pour tous ceux qui sont entrés dedans. Voilà, ça a fait enfin, fois 4, moins 90%, elles ont toutes fait ça. Les stratégies like, européennes, bien ou mal gérées, tout est effondré.
Donc c'est pas comme investir dans Bitcoin. Donc comment? Bah, si les banques commencent à avoir une offre de produits Bitcoin directement, voire comme des PSCA, c'est-à-dire c'est pas une offre boursière, c'est une offre PSCA. Bah écoute, si tu peux acheter tes cryptos directement à ta banque, t'as plus besoin d'ETF. Tu n'as plus besoin de les ETF en fait sont inutiles. Tu n'as plus besoin de l'intermédiaire ETF. Si la banque te propose directement d'investir en crypto et que c'est très liquide, c'est excellent, bah c'est excellent. Donc oui, il y a un marché qui va vraiment s'ouvrir. Et les boomers, on peut penser aux boomers européens, dont la problématique c'est de dire ils ont beaucoup de capital. S'ils n'en investissent qu'une petite partie dans Bitcoin, bah ça peut soutenir, ça peut être la nouvelle vague d'investisseurs de Bitcoin, ça peut être l'extension de l'effet de réseau. Et à partir du moment où tout le monde est intéressé à Bitcoin, que ce soit le retail ou les instits, tu vas avoir une stabilisation de Bitcoin. Moi, la phase qui m'intéresse, c'est la phase de Bitcoin en fait devient de plus en plus stable. Bitcoin continue à monter du fait que la masse monétaire augmente plus vite que la masse Bitcoin Mmh. par construction. Donc forcément, Bitcoin va s'apprécier, mais ce sera plus parce que en fait, aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, Bitcoin s'est apprécié. Oui, il y a eu l'effet masse monétaire confrontation, mais c'est surtout le fait que les gens se rendent compte du fait que Bitcoin évoluera toujours moins rapidement que la masse monétaire fiat. Mmh. Donc, tu as le rush vers Bitcoin. Plus tu t'en es rendu compte tôt, plus tu as acheté tôt, donc plus tu as cette prime à l'entrée. Voilà. On dit c'est la spéculation. Oui, mais la spéculation, il y a un aspect. Sur quoi on spécule? Si tu spécules sur le fait que les gens vont se rendre compte que Bitcoin est une meilleure monnaie, que Bitcoin est plus stable et plus fiable que le fiat, bah, tu spécules, mais sur un fait objectif. Oui. C'est de la spéculation et il y a des éléments objectifs. C'est pas la spéculation, c'est une intention, c'est du vent. Quand tu dis que Bitcoin c'est de la spéculation, c'est un propos creux parce que la spéculation c'est une intention que tu prêtes à quelqu'un et généralement une intention. La spéculation c'est teinté de comment dire, c'est mal vu. Ouais. Tu paries sur quelque chose, mais sur quoi tu paries? Bah, si tu paries sur une situation objective, sur le fait que Bitcoin va réussir dans 10, 20, 30, 40 ans, tu réconcilies l'intention et les faits qui la motivent. Donc moi, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, pour moi, on arrive vraiment à la phase où cette spéculation est devenue plus rationnelle. Voilà, les gens, tout le monde a à peu près compris ça, que Bitcoin est plus stable à long terme que le fiat, que tu ne peux pas dévaluer Bitcoin comme le fiat. Donc là, on va vraiment se stabiliser. Et si les banques et les boomers, qui sont les plus conservateurs, bah, en fait, se mettent à traiter Bitcoin comme une sorte d'or, à le considérer comme un actif équivalent à l'or, bah, on arrive dans cette phase de transition où potentiellement Bitcoin devient ce concurrent à la monnaie très sérieux, parce que en théorie, c'en est un, économiquement, c'en est un, mais dans la pratique, dans les mœurs, pas du tout encore malheureusement. Tout à fait. Donc cette transition vers la monnaie, il y a des réseaux locaux de paiement Bitcoin, c'est une monnaie pour ça, c'est une monnaie pour la communauté Bitcoin qui paye Mmh. en Bitcoin. Mais l'intérêt, c'est de conquérir de nouveaux réseaux de paiement. Et ça se passera par cette phase de transition à Bitcoin est une monnaie est un actif spéculatif, à Bitcoin est une réserve de valeur équivalente à l'or, à Bitcoin est la monnaie mondiale. Ce sera sur ces trois phases que Bitcoin en fait sera éprouvé. Et là, on est vraiment dans la seconde qui est en train de se concrétiser, malgré le bear market potentiel qui est en train de se. Dessiné. Mais en même temps, c'est parce que Trump parle beaucoup. Est-ce que c'est un bear market ou est-ce que c'est juste les secousses des déclarations de Trump d'une potentielle guerre commerciale avec la Chine? On sait que Trump peut pump ou dump Marché. le marché en ouvrant ou en fermant la bouche. Là, il a fait un discours bear market. S'il fait un discours bull market, en fait, il y aura un rattrapage. Mais là, c'est un peu le côté très déplaisant de ce marché encore, c'est qu'il est extrêmement. On voit qu'il est moins résilient que l'or. Là, pour le coup, Bitcoin a subi les répercussions de ça. Parce que tu as aussi les liquidations crypto. Tu as Oui. L'effet de levier. le levier hyper liquide. Tout le levier sur les cryptos, et Bitcoin y compris, il n'y a pas ça sur l'or. Donc, Bitcoin. Et encore, si tu veux, Bitcoin, il y a encore les cryptos qui lui tiennent les chevilles, tu vois. Donc, les cryptos le tirent avec eux, Ouais. alors que Bitcoin, au contraire, sa proposition, elle est radicalement opposée aux autres cryptos. Tout à C'est bien fait. Bitcoin et les autres. Mmh. Et donc, on dit dire les cryptos et mettre Bitcoin dedans, c'est vrai peut-être juridiquement. Juridiquement, Bitcoin est un crypto. Mais économiquement, c'est un actif d'une nature fondamentalement différente de par sa proposition, de par ses caractères. Il y a Bitcoin et les autres cryptos. Donc il faut vraiment les ségréguer de ce point de vue-là. Mais
Mais les autres cryptos tirent Bitcoin vers le bas par le levier, par le sentiment du marché. Donc, le cordon ombilical entre Bitcoin et les cryptos n'est pas encore rompu. Moi, je pense que Bitcoin réalisera sa proposition quand on aura compris qu'il ne faut pas l'assimiler aux cryptos. Effectivement, les autres cryptos, moi, je les mets plutôt dans le lot on va dire du monde fiat ou même de start-up ou de private equity. En fait, pour moi, c'est les mêmes mécanismes. Et Bitcoin, effectivement, c'est une proposition de valeur, en fait, qui est différente avec une proposition d'un système monétaire différent. Donc, C'est pas un token d'ICO. voilà, c'est ça. Bitcoin te donne le droit à aucun vote, à aucun flux de revenus. Bitcoin, c'est pas une part de l'entreprise Bitcoin. Il n'y a pas d'entreprise Bitcoin. Bitcoin n'est pas une monnaie de protocole Mmh, comme Ether, comme Solana. Bitcoin ne te permet pas de. Alors, ça pourrait, mais il faudrait pas du tout le faire. Mais c'est pas, il n'y a pas de smart contract vraiment opérationnel. Il n'y a pas de service financier proposé sur Bitcoin comme sur Ethereum ou sur Solana. mmh, Bitcoin ne sert pas à payer des services sur une blockchain. Donc c'est pas comme une chip Solana ou Ether. C'est mmh. comme la monnaie du casino. Bah, Solana, c'est la monnaie du casino Solana. Ether, c'est la monnaie ou d'écosystème, si tu veux être moins L'écosystème, ouais. écrivain. C'est la monnaie locale d'écosystème. Mmh, c'est Donc ça. sa santé financière dépend en partie de la santé financière de l'écosystème. Est-ce que les services proposés sont innovants, sont utilisés? Est-ce que de nouveaux services apportent de la nouvelle valeur et donc des nouveaux users, utilisateurs? Bah, Bitcoin, il n'y a pas d'utilisateur de service. C'est ce que je disais à quelqu'un hier. Bitcoin ne sert à rien. Et c'est pour ça que C'est c'est vrai, une monnaie, c'est ou très que c'est bien. une monnaie potentielle. Parce que c'est pas un truc qui est censé te rapporter de l'argent par le travail d'autrui. Donc c'est pas une sécurité. Et c'est pas non plus une monnaie locale. Dans un écosystème, c'est une monnaie mondiale, globale. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle n'a pas de cas d'usage prédéfini par le protocole. Bitcoin, ce que tu peux faire avec, dans ce protocole, c'est le détenir et l'échanger. Mmh. Le détenir et l'échanger. Donc, pour un particulier, pour retail, c'est comme une monnaie. Ça Ouais, sert à s'échanger. Donc, en fait, dans la comptabilité mondiale des richesses, tu as les actifs réels, l'économie, et tu as la monnaie. Et la monnaie exprime la part de chacun dans l'économie. Ça sert à ça, ça sert à se transférer les. C'est à ça, la monnaie, c'est tout bête. La monnaie sert à compter les prix, donc à mmh, exprimer les prix, et à faire circuler les richesses entre les gens. Et plus la monnaie est fidèle à l'état réel de l'économie et ta contribution, par ton travail ou par celle de tes ancêtres qui t'ont donné des biens, de la monnaie, voilà, la monnaie comme on l'acquiert en travaillant, si on est honnête, en travaillant ou en l'obtenant d'autrui par une donation ou une mmh. succession. Donc ça représente une contribution de ta famille ou de toi-même à la richesse, à la production de richesse. Et normalement, si la monnaie est fiable, elle exprime fidèlement ta part dans les richesses, présentes et futures. Mmh. Et c'est ce que fait, et c'est la promesse pour moi de Bitcoin, c'est dans la comptabilité mondiale des richesses d'être une écriture comptable fiable. Si je compte en Bitcoin, j'ai des Bitcoins, la part que je peux prélever dans l'économie, elle ne sera pas dévaluée ou elle ne sera pas faussement disproportionnée comme le fiat. C'est Parce que ça. avec le fiat, si j'émets du fiat et que je l'ai, bah, je peux prélever des richesses. Mais j'ai augmenté la masse fiat. Donc moi, le premier entrant, c'est l'effet Cantillon que tout le monde connaît, je vais prélever des richesses disproportionnées par rapport à mon apport, puisque ce fiat, en fait, ne représente pas un travail légitime fait par moi ou par mes ancêtres, mais représente une création ex nihilo, donc un acte d'alchimiste. Voilà, l'alchimie avait le rêve fou de créer de l'or avec du plomb. Bah, le fiat, finalement, c'est je crée de la monnaie à partir du vide par un acte politique, par le droit. Le Mmh. droit, il faut comprendre que le droit, les traités européens prêtent leur concours à cette création, l'instrumentalisent en la remettant à la Banque Centrale Européenne et en fixant son mandat. On la connaît, stabiliser les prix, mais aussi ce mandat a été comment dire, étendu lors des crises par la pratique de la banque avec le quantitative easing, racheter les obligations détenues par l'institution pour pas qu'elles s'effondrent, acheter des actions et des obligations, bah, ça crée de la monnaie. C'est Ça ça. crée de la monnaie à l'actif de ces institutions qui n'existaient pas. Et cette monnaie, plus elle se diffuse dans l'économie, plus elle est bah, finalement dévaluée. Plus Mmh. l'économie se rend compte qu'il y a plus de monnaie par rapport aux actifs, bah, Hop. les prix de tous les actifs vont monter. Ça veut dire quel prix va monter en priorité? Le prix des actifs les plus rares et les plus demandés, ça a été bah, les actifs financiers, les cryptos, dont Bitcoin. Ça a été l'immobilier. L'immobilier a été beaucoup drivé par le fait que par rapport au fiat,
bah, la quantité était beaucoup plus stable. Donc tous les propriétaires immobiliers ont profité de l'impression de la monnaie en pouvant détenir, eux, un actif qui est beaucoup plus rare. Et aujourd'hui, bah, ils peuvent le dump, ils peuvent dump. Alors, ils ne dumpent pas, ils conservent, hein, ils ne veulent pas vendre. Mmh. Et c'est pour ça que les jeunes Ils font du ne mal. peuvent pas se loger. Même des jeunes voilà, qui ont des situations financières très confortables, pour acheter à Paris, même des avocats, des médecins, même des médecins, c'est la croix et la bannière. Bien sûr. Et les jeunes médecins, jeunes avocats, pour acheter à Paris, eh ben, ils peuvent pas. Alors que c'est des notables. Il faut bien comprendre que des notables donc, ont du mal à acheter à Paris. Pourquoi? Parce que l'immobilier, il y a eu un énorme pump qui vient du fiat. C'est ça. Le fiat a contaminé, le fiat a empoisonné la monnaie. Donc, et tu as une bulle fiat. La bulle, il y a une bulle. En fait, tu prends les entreprises, c'est une bulle fiat. La bourse, c'est une bulle fiat. Ouais, vu les cours de bourse, parce que du coup, l'argent se déverse en masse, et puis cette bulle aussi, elle se voit par l'augmentation des dettes. La dette publique, en fait, tu prends n'importe quel pays, tu regardes partout, les dettes, en fait, elles sont hors sol. Les États s'endettent parce qu'ils n'arrivent plus à tenir leur budget. On dit souvent que l'État est obèse, mais il faut nuancer le propos. C'est pas les dépenses de fonctionnement de l'État, donc les fonctionnaires qui ont augmenté. Je regarde les dépenses liées aux fonctionnaires de l'État, elles sont restées stables en France. En tout cas en France, il n'y a pas une augmentation du coût des fonctionnaires. Euh, au, au niveau des dépenses du budget de l'État, il faut voir les dépenses de retraite des fonctionnaires, qui est une autre question budgétaire un peu qui sont dans des comptes spéciaux, pas forcément présents. Mais pour le paiement des fonctionnaires actuels, les dépenses de fonctionnement de l'État, même le président, les juges, ça n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales. C'est le poids des retraites. Et c'est et ça, même en créant des impôts sociaux comme la CSG, la CRDS, les prélèvements sociaux qu'on connaît bien, en fait, on n'arrive pas à financer ça. Donc on s'endette. Donc ces dettes publiques, le problème des dettes publiques, c'est que non seulement bah, elles augmentent plus vite que la croissance, donc la charge de la dette, des intérêts de la dette, bah, en fait, va faire une boule de neige et va mettre les États devant leur déficit face à l'Union européenne ou face au FMI. Ça empêche l'action publique voilà, de se déployer, de se déployer. Puisque si tu me dis, il y a une grosse dette publique, mais que ça va dans des investissements comme le nucléaire, comme les énergies futures, comme l'éducation, la recherche, la technologie de pointe, bah, je vais dire, ok, les infrastructures critiques, je peux le comprendre. C'est un endettement qui peut être rentable à long terme, donc qui se remboursera. C'est pas perdu, ça va pas dans les fonds américains. C'est pas un transfert de valeur. La valeur reste en France. Et ensuite, les générations futures en profiteront. Là, c'est les générations futures qui rembourseront cette dette. Là, on est en train de spolier, en fait, l'avenir Exactement, tu bah, as de ce ceux qui côté arriveront après. après Noël déluge. Mm. Donc, là, c'est le problème des aides publiques. C'est que non seulement elle augmente plus vite, mais il y a un transfert de valeur de la France vers l'étranger et il y a un transfert de valeur qui n'existe pas encore des vieux, au profit des vieux et au détriment des jeunes. Donc, tu as une inversion des valeurs. Je pense que tu as aussi une inversion éthique, une inversion des valeurs, une contre-éthique. C'est que les vieux, la génération en place, ne prend pas la mesure que elle spolie ses propres enfants. C'est l'image de Jupiter qui dévore ses enfants, plutôt que, alors que notamment la génération en place doit être responsable, doit protéger, les vieux doivent protéger et se sacrifier pour les jeunes. Je ne vous le dis pas vraiment à le faire. Et à ce côté, il faut être conservateur et se dire, financièrement, les vieux n'ont pas besoin de, je vais le dire vulgairement, mais les vieux n'ont pas besoin de pognon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir dans des startups. Qu'est-ce que, quelqu'un qui n'a pas, en France, quelqu'un qui n'a pas d'entreprise à créer, qui n'a pas de dépenses à supporter, qui a son logement payé, qui est propriétaire de tout, qui a beaucoup d'épargne. Mais à quoi lui sert cette épargne? Ils disent, si jamais j'ai des dépenses, mais quelles dépenses? Quelles dépenses? La santé est couverte en France. C'est au cas où. Il y a vraiment cette mentalité vraiment qui est désespérante de c'est au cas où, je sais pas, gna gna gna. Cet argent, il doit circuler. Il y a eu la phase d'accumulation durant la vie, pumpée par le fiat, toujours. Bah, il y a un moment, cet argent doit circuler. Et il ne doit pas circuler par le prélèvement de l'État. Bien sûr que non. Même si on n'est pas d'accord, on respecte le droit de propriété ici. Donc, les générations, les vieux,
leur argent leur appartient. C'est leur droit de propriété, bon gré mal gré. Si on est libéral, on respecte le droit de propriété qui est intangible, mais il doit circuler volontairement. Donc ça veut dire déjà, du côté ça viendra, la solution viendra des particuliers, elle viendra du marché. Mais il faut que les gens se rendent compte que les jeunes ont besoin de cette transmission. On accumule pour transmettre aux jeunes. Mais comme les jeunes, comme les vieux vivent beaucoup plus vieux, bah, la transmission se fait à 60 ans. Mais à 60 ans, on est vieux, donc on transmet de vieux à vieux. Et les jeunes ne peuvent pas acheter leur logement, ne peuvent pas investir. Donc, tu as vraiment ce cap. Et quand les vieux vont mourir, il y aura vraiment la succession, mais qui se fera en fait, qui se fragmentera. Il y aura peut-être pourrait y avoir quelques impôts à payer parce qu'on n'aura pas à gérer la succession. Transmettre son patrimoine, juridiquement, fiscalement, ça s'organise sur la longue durée pour lisser les conséquences fiscales et civiles. Et beaucoup de gens ne le font pas. Beaucoup de gens en fait ne s'y intéressent pas parce qu'ils veulent tout conserver, garder la main. Et c'est le drame français. Le drame français, c'est qu'il y a une épargne. Il y a beaucoup d'épargne. Cette épargne, elle n'est pas répartie harmonieusement sur les générations. Elle est captée essentiellement par une génération et elle n'est pas improductive, puisqu'elle est placée. Mais elle produit pour les mêmes. Elle produit pour les mêmes. Et il y a ce problème-là. Il y a vraiment ce double problème de cette génération est un peu c'est l'électorat. En fait, c'est l'électorat. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est eux qui votent. C'est la génération qui fait les élections depuis Mitterrand. En nombre, parce que c'était le baby boom, donc ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, elle a vieilli. Elle n'est plus du tout elle n'est plus du tout en lutte pour mai 68. Il est interdit d'interdire. Elle est devenue très conservatrice. Elle défend ses intérêts. Vraiment, elle vote. Elle vote beaucoup, elle est très sensible aux propositions qui lui sont défavorables. Donc, elle fera encore l'élection de 2027. Et si tu dis, ok, on baisse les retraites, quelle politique dira, on baisse les retraites? Non, politiquement, c'est un peu suicidaire. Mais oui, mais ces retraites, en fait, ces retraites, une fois tout payé, le reste à épargner, et sans commune mesure avec les jeunes. Il y a énormément de jeunes qui n'ont pas de moyens d'épargner. Moi, ça me fait mal. Je me dis de me dire qu'il y a des gens en France qui travaillent et à la fin du mois qui ne peuvent même pas épargner sur leur livret A, qui est le b.a.-ba vraiment le b.a.-ba de l'épargne, qui est très mauvais. Il y a des gens qui n'ont même pas de matelas qui n'ont même pas assez pour avoir un matelas de sécurité, ou même pour avoir du cash chez eux, pour avoir le matelas de la chaussette avec 1000 euros, 3000 euros, 2000 euros, 5000 euros en cash. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire ça. Donc, c'est des gens, si jamais il leur arrive quelque chose, ils n'ont rien, ils se retrouvent à la rue. Il n'y a rien. Parce que, et d'un autre côté, il y a des gens qui n'ont pas besoin de sécurité parce qu'ils l'ont déjà. Et qui, au pire, peuvent hypothéquer, faire un prêt viager hypothécaire et vivre, voilà. Ils sont en phase de dépenses du capital. Ils devraient être en phase de consommation du capital. Mais ils sont encore en phase d'accumulation du capital. C'est insupportable. Quand tu vois ça, politiquement, comment tu peux, en France, te dire que les jeunes ne peuvent pas épargner pour leur avenir et il y a des gens qui captent, en fait, toujours plus d'épargne. Quel est leur avenir à eux? C'est le cercueil. Ça, c'est le fonctionnement de la monnaie fiat, en fait, qui fait ça. T'as raison, c'est un symptôme du fiat. Voilà. Et l'autre point, en fait, là-dessus, c'est que je me dis, c'est que comme on est dans un Ponzi, en fait, du fiat et de la retraite, au final, on est obligé de ponctionner encore plus pour aller alimenter ces retraites-là. Donc, peut-être que la solution aurait été que notre système, il soit, en fait, par capitalisation et que les gens, en fait, ils soient en train de payer leur retraite avec de l'argent qu'ils ont accumulé, plutôt que de ponctionner les gens qui travaillent pour venir payer, en fait, des retraites. Parce que comme il y a moins de personnes, en fait, pour payer leur retraite, faut ponctionner plus. Donc, tout à fait. En fait, le système est t'as raison, il faudrait réformer le système. Peut-être pas passer d'un coup abruptement à une capitalisation intégrale, mais introduire une dose progressive. En gros, introduire dans le système le fait objectif qu'il n'est pas tenable dans l'état actuel. Ouais. En prendre acte. En fait, tout le monde en prend acte, et les politiques en prennent acte depuis le livre blanc de Michel Rocard. Hein. Rocard avait sorti un livre blanc sur les retraites, et il avait dirigé ce rapport, et c'était écrit noir sur blanc qu'on courait à la catastrophe, et pourtant il était socialiste, donc ouais. en fait, tout le monde le sait. Bayrou l'a encore dit dans son discours de déconfiture, il y a contribué, mais bon, une fois lui qui sort, il
il joue au chevalier blanc, il a bouffé à tous les râteliers pendant 40 ans, mais là, il joue au héros en disant la vérité qu'il savait et qu'il n'a pas dite et qu'il n'a pas défendu. Bon, on connaît ça. Mais tout le monde le sait. Mais électoralement, encore une fois, Voilà, le groupe d'intérêt des retraités est trop puissant. Il est trop puissant. Donc, en fait, si ce groupe lui-même n'adhère pas à ce changement, on va rester dans une situation d'équilibre. Les molécules ne bougent pas. Alors, les molécules sont condamnées si elles ne bougent pas, mais elles ne bougent pas. C'est très bizarre, mais il y a ce côté, il faudrait une prise de conscience, ou alors les molécules bougeront quand la catastrophe se produira et que l'explosion nucléaire des retraites se produira. Il y a ce côté, donc il y a vraiment, tout le monde sait, et les retraités doivent le savoir, que on va à la catastrophe budgétairement, on le sait, mais les gens qui peuvent changer ça ne veulent pas le faire parce que ça porterait atteinte à leur intérêt. mais est-ce qu'il ne faut pas les inciter? Pourtant, en France, il y a des incitations. C'est vrai que ce que tu disais, que bah, la transmission, ça se prépare. Les gens peuvent donner en fait de leur vivant petit à petit à leurs enfants pour commencer très tôt à le faire, et puis avec des incitations fiscales, parce que il y a une fiscalité qui est intéressante quand on donne 100 000 euros par exemple. Ouais, t'as Mais raison. peut-être inciter les gens à faire circuler, comme tu disais, leur argent, bah, comme ça, dans des transmissions, commencer à transmettre Mais à leurs les enfants, leurs transmissions, petits-enfants. en fait, la fiscalité, elle est insuffisante. Si tu veux vraiment que la grande transmission se produise, tu dois relever des seuils. Aujourd'hui, tu as quoi comme seuil de t'as 100 000 euros par enfant en franchise d'impôt tous les 15 ans. Tous les 15 ans. En fait, tu as beaucoup de. Mais le problème, c'est que tu as beaucoup de patrimoine de gens âgés qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, juste avec l'immobilier. Tu ajoutes à ça les comptes titres, les PEA, les assurances vie. En fait, 100 000 euros tous les 15 ans, c'est que dalle. C'est ridicule. Tu as 31 000 euros par enfant et par parent en argent, en fiat. C'est que dalle pour les patrimoines accumulés. Tu as des fois des exonérations qui reviennent périodiquement, 100 000 euros pour acheter une résidence. Mais donc, même quand tu cumules tout ça, tu n'arrives même pas à 300 000 euros par enfant par parent en 15 ans. Quand tu as un patrimoine de plusieurs millions d'euros, Ouais, c'est pas suffisant. c'est explosé. Donc les gens, et en France, les gens n'aiment pas payer des impôts, Ouais. n'aiment pas, donc tu as ce côté, ils donnent pas. Et en plus, tu as la mentalité, je te dis, de pour au cas où, la Mm. mentalité extrêmement conservatrice, les gens n'aiment pas investir, ils investissent Oui, très peu, tout à fait. et ils n'aiment pas se défaire de leur argent. Euh, donc c'est très dur pour leur faire accepter que, en fait, le système social fait que les principales dépenses sont couvertes par la Sécu. Donc Mm. encore une fois, le fait de au cas où, il n'y a pas de au cas où. Quelles peuvent être ces dépenses impromptues qui peuvent d'un coup tomber? Il y a des, oui, bien sûr, il faut garder un petit peu, mais en fait, il y a l'argument ne tient pas. Il n'y a pas de catastrophe qui va tomber sur la tête et d'un coup, il faudra tout liquider pour je ne sais quelle dépense. Je te dis, si l'immeuble est payé, même s'il y a des réfactions, ça peut arriver, mais c'est un cas tellement improbable qu'il ne justifie pas ce comportement de classe presque, on pourrait dire, Accumulatif. de refus d'une transmission de poids. Mais oui, il faudrait véritablement, relever ces seuils, Mhm. avoir une politique publique de mise en lumière de ces seuils, mais en fait, juste relever les seuils, ça ne marchera pas. Il faut un changement de mentalité. Que les gens comprennent que l'accumulation est terminée et qu'on est dans la phase de consommation ou de transmission du capital. Voilà, il y a un côté, pour le coup, accumuler pour accumuler. Comme sort d'Arpagon dans sa cassette. Euh, Ça m'a fait penser à ça justement à côté l'avare de Molière. Ouais, mais c'est même pas un désir d'argent. C'est pas l'avarice. C'est une thésaurisation par une crainte excessive. Le français est dominé par une forme de peur de l'argent. Il a à la fois peur de ses propriétés, donc dans la pensée française, l'argent est mis à distance. C'est quelque chose de mal dont Oui, on ne tout à parle fait. pas. On Mm. n'en parle pas. Il ne faut pas vouloir en faire pour en faire. Quand on en a trop, on est suspect, on veut nous le prendre. Et quand on en a, on est dominé par la peur de le perdre. Il y a cette double peur, la peur de l'argent en tant que tel et la peur de le perdre quand on en a. Donc on est très conservateur dans ses placements, si même on en fait. Beaucoup de Français ont tout sur le compte titre, pardon, sur le compte bancaire, le compte de dépôt, ce qui est une hérésie, ou sur des mauvais livrets. Donc il y a à la fois une peur de l'argent, d'en faire, peur d'en perdre, et on le gère mal. Donc il y a vraiment, il faut réformer les mentalités, mais c'est un chantier qui n'est pas engagé. Donc moi je suis assez pessimiste. Les leviers qu'on a, le levier budgétaire est bloqué, tu peux plus t'endetter. Baisser les dépenses sociales, on a vu que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a d'autres dépenses en plus à augmenter, qui vont être augmentées comme le budget de l'armée. Augmenter les impôts, bah en fait tu peux pas. Ah oui. Si tu augmentes les impôts sur les riches
eux ont les moyens De partir. de partir et qui partent en fait, puisque ils sont pas les bienvenus. Tu peux pas augmenter les impôts sur les classes populaires, puisque en fait, ils n'en payent pas déjà et ils ne peuvent pas en payer. Donc, et si tu augmentes les impôts sur les classes moyennes, ils sont déjà tellement pressés que bah, en fait, ils arrêteront. Donc en fait, l'impôt, que faut comprendre que l'État a un actif que personne d'autre n'a dans son patrimoine, a dans son patrimoine l'actif de lever l'impôt. Il a ce pouvoir juridique de lever l'impôt qui le définit comme État, et c'est un actif qui a une valeur incommensurable, mais il vaut des centaines de milliards, puisqu'il a dans son patrimoine un actif qui est un flux de revenus futur, levé par l'impôt. Mais le problème de ça, c'est que ce pouvoir, il peut pas être exercé à l'infini. Bien sûr. Là, la question, c'est combien d'impôts peut lever l'État en plus? On est déjà tellement, on est 42-43%. À combien l'État peut monter? Quelle est l'augmentation? La question, c'est pas combien d'impôts peut lever l'État, c'est quelle est l'augmentation marginale que l'État peut se permettre sans créer de révolte fiscale. Et pour moi, cette augmentation marginale est quasiment nulle. Donc en fait, oui, l'État peut lever l'impôt, mais l'État ne peut plus lever plus d'impôts qu'il n'en prélève déjà. Donc pour la dette, généralement, le pouvoir de lever l'impôt détermine l'endettement. Un État qui peut lever beaucoup d'impôts peut s'endetter beaucoup. Un État qui peut lever beaucoup d'impôts et le recouvrer fiablement inspire confiance. Là, la France s'endette beaucoup parce qu'elle avait un impôt très fort, mais la France ne peut plus lever d'impôts en plus, donc sa capacité de s'endetter plus, elle est nulle. Donc en fait, On est face à un on est mur. bloqué sur les impôts, on est bloqué sur le surplus d'endettement, on est bloqué sur la réduction des dépenses sociales. Euh, j'ai envie de dire échec et mat. J'ai envie de dire échec et mat et bye Bitcoin. Voilà, Et est-ce que, parce que je me dis, il y a peut-être des solutions qui sont contre-intuitives de dire qu'au lieu d'augmenter l'impôt, il faut au contraire le baisser pour augmenter le nombre de personnes en fait qui en payent et de faire que la France devient un pays attractif où il y a plus d'acteurs économiques en fait qui viennent parce que ils ont des incitations fiscales et donc on va prélever enfin pas en proportion des revenus mais plutôt en fait en volume de personnes qui payent des impôts en fait on va augmenter le volume de personnes qui oui, contribuent. alors il faut baisser les impôts, mais si tu baisses les impôts, bah, en fait, sur le budget de l'État, bah, tu baisses les recettes. Donc tu peux pas baisser les impôts sans baisser les dépenses. Et à ce côté, en fait, c'est des vases communicants. Si tu baisses les impôts, tu dois baisser les dépenses. Alors, si tu baisses les impôts, tu n'auras personne qui viendra manifester contre. Bien Tu n'auras sûr. pas de groupe d'intérêt vraiment. En revanche, si tu baisses les dépenses, toucher aux dépenses, c'est toucher aux avantages de groupes d'intérêt qui sont organisés en des formes syndicales, associatives, et qui pèseront dans les débats. Donc en France, tu as un électoralisme de groupes d'intérêt. Donc, pour baisser les dépenses, tu dois être dans un rapport de force avantageux face aux groupes d'intérêt que tu vas cibler. Mais aujourd'hui, les groupes d'intérêt sont tellement puissants parce on a tellement permis leur développement, on leur a donné des formes juridiques avantageuses pour se structurer et se financer. Le problème en France, c'est le problème des syndicats. Euh, les libéraux, quelqu'un de vraiment libéral dirait il, aucun l'individu est roi, c'est l'individu qui doit décider. Il n'y a pas à donner de prérogatives particulières à des groupements d'intérêts, à des syndicats et qui peuvent peser sur l'économie et la politique. Donc, il faudrait supprimer tout bonnement les syndicats. Mais en France, va faire accepter ça. En disant ça, je mériterais d'être cloué au pilori. Ah oui, c'est Mais ces syndicats, ces groupes d'intérêts organisés, devraient faire valoir leurs intérêts par le vote individuel. Mais aujourd'hui, non. Donc aujourd'hui, ils sont très puissants. Donc si tu veux baisser les dépenses, tu dois passer par les fourches codines des syndicats. Et encore une fois, c'est la croix et la bannière pour passer ces fourches codines avec succès. Donc, malheureusement, tu es finito. Je te dis, l'équation, tout le monde est d'accord à droite libérale, pour dire faut baisser les impôts et baisser les dépenses. C'est ça qui libérera le budget, ouais. qui libérera l'initiative individuelle, qui libérera la consommation, qui libérera la C'est croissance. ça, surtout faire circuler l'argent. Parce que quand on prend l'exemple, moi celui-là il me frappe toujours pour revenir sur Bitcoin, cette taxation en fait que je trouve abusive sur le fait d'utiliser Bitcoin pour acheter en fait des choses, je la trouve contre-productive parce que ça empêche des gens en fait tout simplement de faire circuler ces Bitcoins-là dans l'économie. Donc certains se disent je préfère garder mon Bitcoin, faire du lombard en fait pour avoir du fiat plutôt que de dépenser en fait mes Bitcoins. Donc au final, tu récoltes zéro impôt en fait sur ces personnes. Bah, on est entièrement d'accord. En fait, le problème de la fiscalité française, des cryptos au sens large, il y a Bitcoin dans ce cadre juridique, c'est que
c'est un trou noir. Je sais pas si ça a été pensé comme ça, mais tel qu'il est rédigé, c'est un trou noir à valeur économique. Parce que une fois que tu es rentré, une fois que tu as acheté des cryptos, tu es incité par le régime juridique à rester dedans, c'est-à-dire à faire des conversions crypto-crypto qui sont défiscalisées. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, il y a des arguments techniques, fiscaux pour dire que oui, il faut pas que ce soit fiscalisé, mais le problème, c'est qu'il y a quasiment qu'en France qu'on fait ça. Tu vas par exemple aux States les échanges crypto-crypto sont fiscalisés. Dans la plupart des États, les échanges crypto-crypto sont fiscalisés. En France, c'est pas le cas, donc tant mieux pour les crypto-investisseurs français. Mais le problème, c'est que c'est un trou noir dans le sens où, si tu ressors de ce trou noir, tu es fiscalisé. Donc, un, tu es fiscalisé à la flat tax. Mhm. Deux, la méthode de calcul, elle est impraticable. Quand vraiment tu fais des opérations en nombre, tu as plein de wallets, c'est impraticable. Même en recourant aux prestataires de calcul, il y a des erreurs qui peuvent être commises très facilement. Quand tu as fait de la DeFi, quand tu as fait du Lombard, quand tu as fait des prêts collatéralisés, quand tu as fait des interactions sur des protocoles qui rendent illisible ton wallet, ton registre de transaction, en fait, tu ne peux pas calculer l'impôt. Donc, soit tu ne déclares pas tant par mauvaise grâce que parce que tu ne peux pas déclarer. Donc, tu te dis, bah, finalement, fuck it, je déclare pas. Si je peux même pas comprendre que je dois déclarer, bah, je déclare pas. Bah oui. Tu ne, ou tu ne réalises pas d'opération. Tu dis, bah, je reste en crypto. Ou tu adoptes le côté obscur de la force et tu fais des paiements clandestins. Tu convertis tes cryptos en cash avec des gens qui font ça. Mais il y a, en gros, le régime fiscal ne t'incite pas à payer en bitcoin et à déclarer. Il est désincitatif. Donc tu es incité à rester dans le trou noir ou à intégrer l'économie noire, le marché noir. Donc vraiment, tu as raison, il y a un trou noir à valeur et il n'y a rien qui permet le retour de cette valeur dans l'économie française. Ou alors, quatrième hypothèse, je m'exile fiscalement. Voilà, je Voilà. prends mon patrimoine crypto, je vais dans un pays crypto-friendly. Il n'y a pas d'exit tax actuellement sur les cryptos. Donc, si je fais les choses bien, que je suis bien accompagné par un bon fiscaliste, que je transfère bien et correctement ma résidence fiscale à l'étranger, que je n'ai pas de patrimoine financier comme des actions où là il y a l'exit tax, bah, je peux quitter la France en franchise, d'impôt crypto. Donc en fait, en France, j'aurais profité de la neutralité fiscale crypto. Une fois que j'en ai bien profité, bah, je me barre à l'étranger en franchise d'impôt. Donc les Français ont créé un mécanisme qui confère un avantage fiscal, mais il n'y a aucune sortie. Cet avantage fiscal, cet accroissement de valeur, ne ressort pas en France, il sortira à Dubaï, il sortira en Mhm. Thaïlande, il sortira ailleurs. Donc en gros, il y a un vrai problème de pensée fiscale de fond, qui est de dire comment je fais, soit pour récolter l'impôt, pour récolter un impôt indolore, ou pour en fait se dire je renonce à l'impôt crypto. Mais de fait, je ne le perçois pas vraiment. Parce que de Ouais. fait, comme les gens ne font pas d'opération ou ne les déclarent pas, je ne le perçois pas. En revanche, s'il y a une consommation qui est drivée par des dépenses crypto, là, je récolterai de l'impôt indirectement par la Bien sûr. TVA, par l'investissement dans des entreprises qui payent divers impôts, dont l'impôt sur les sociétés. Les entrepreneurs, voilà, eux, paieront l'impôt sur les bénéfices. Bien sûr. Même et la consommation française étant augmentée, dans les faits, l'État en profitera. Mais ça demande une pensée politique de balance coût-bénéfice. Ça demande à l'État de dire, ça demande à l'État de dire, je renonce à l'impôt, donc je renonce à ma puissance, mais c'est pour le service de ma puissance. Mais ça Mhm. demande une réflexion politique que les gens n'ont pas. Parce que personne ne pense vraiment ce problème au plus haut niveau de l'État. Au niveau des députés, ils croulent sous le poids du problème budgétaire, qui est insolvable, qui est un bâton de dynamite dans les mains de n'importe quel gouvernement qui a le malheur d'être institué par notre président. Euh, donc moi, en fait, les solutions théoriques existent, mais pour passer de la théorie à la pratique, bah, en fait, la marche est très très haute. C'est le problème français. Le diagnostic est là, mais l'administration du remède, C'est compliqué. c'est un problème insoluble pour le moment. Mais est-ce que ça va pas finir parce que l'autre solution pour un État de récupérer de l'argent, en fait, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin bah, d'argent, ce serait pas justement avec le concours de l'Europe bah, de d'évaluer en fait l'euro en faisant de l'impression monétaire, donc pour permettre comme ça à ce que l'État, parce que ça reste quand même une des solutions où bah, toi, tu as toujours tes 10 000 euros sur ton compte, on n'a pas augmenté tes impôts, mais en fait, on a déprécié ton pouvoir d'achat. Bah, tu râles pas trop parce qu'il n'y a jamais personne en fait qui va manifester comme ça contre l'inflation ou les nouveaux taux directeurs de la BCE.
ce serait peut-être la seule solution en fait qui va finir par être parce Oui. que l'Europe va pas laisser la France sombrer. Oui, mais après, en Europe, il y a pas que la France. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux. Il y a l'Espagne Mmh. qui s'en sort bien. Je Le pense que Portugal. à un moment, si les Européens vont pas couler pour la France. Donc, la BCE est indépendante, juridiquement au moins. Ils peuvent, je sais pas, faudrait voir, mais les autres États membres ont pas forcément intérêt à dévaluer l'euro. Parce que politiquement, il y a aussi leur population. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est vrai, la France peut pas sauter. Il y a cette tension. La France peut pas sauter pour la défendre jusqu'où on est prêt à aller, sachant que les missions de la BCE a sa mission de stabilité aussi. La mission de la BCE, c'est la lutte contre l'inflation avec ces 2% d'inflation annuelle, cet objectif. Et puis ça se voit, quand on manipule les taux et la monnaie, ça se voit. Politiquement, la BCE sont scrutées, et puis il y a Bitcoin en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si les institutions dévaluent la monnaie, bah, il y aura une fuite, il peut y avoir une fuite devant la monnaie. Qu'est-ce qui se passe si, ouais, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça parce qu'il y a les stablecoins. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde se met à transférer en masse ses euros En vers, dollars. vers Kraken, vers Binance, pour acheter des stablecoins en USD? Il y a ce problème, c'est qu'il y a cette concurrence des monnaies aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus facile de se procurer des monnaies fiat étrangères via les stablecoins ou des monnaies non fiat concurrentes comme Bitcoin. Aujourd'hui, les populations ont cette arme nucléaire de dire: «Ah, tu dévalues la monnaie, bah, en fait, j'achète du stable USD, j'achète, du Bitcoin». Donc il y a ce côté, si tu fais ça, tu dois mettre en œuvre des dispositifs répressifs, des stablecoins et Bitcoin. Tu peux pas tu ne peux pas juste changer la monnaie. Si tu imprimes de la monnaie, bah, les gens vont fuir la monnaie Oui. et ta dévaluation, bah, en fait, ta dévaluation par l'impression, bah, va subir une dévaluation par l'acceptation. La crise de la confiance. Oui, c'est un scénario catastrophe qui n'arrivera sans doute jamais, mais tu peux avoir une république européenne de Weimar. C'est-à-dire que les institutions croient pouvoir jouer avec la monnaie, mais aujourd'hui, tu as une fuite massive des capitaux vers bah, stablecoin ou bitcoin. Comment tu en dis que ça? si, si tu romps, en gros, la BCE doit garantir la confiance. Il faut comprendre que la monnaie fiat, c'est un contrat de confiance. C'est-à-dire, la monnaie fiat circule parce que c'est un bout de papier, mais c'est un bout de papier, c'est pas une obligation dans le sens où tu peux demander autre chose, comme par exemple, j'ai une obligation d'État française, je peux demander du fiat. J'ai pas un- La monnaie fiat, c'est un actif qui ne donne droit à aucun autre actif, mais elle confère en principe un droit qui est théorique, mais qui n'est pas anodin. C'est le droit à la garantie de la banque centrale. Quand tu as du fiat, tu as en quelque sorte un droit à ce que la banque centrale se comporte bien. Donc, si la banque centrale se comporte mal, elle rompt ce droit que la monnaie fiat, que le billet en euros ou en pièces t'accorde. Et si ce droit n'est plus respecté, bah, il n'y a plus rien derrière le fiat. Si la banque centrale ne respecte pas ce contrat qui est en quelque sorte écrit sur la monnaie fiat, bah en fait, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Donc si la confiance institutionnelle est rompue, bah la monnaie fiat, c'est une free fall. C'est vraiment, elle peut chuter à zéro. Elle peut chuter à zéro si le contrat de confiance est rompu de manière définitive et grave avec entre les citoyens et leur banque centrale. Mais est-ce que ce qu'on voit avec la flambée de l'or n'est pas en train de nous indiquer que justement cette confiance, elle est en train de s'effriter, donc les gens sont en train de mettre, on va dire, le fruit de leur travail ailleurs? Oui, mais tu vois, c'est une confiance qui n'est pas rompue, mais qui s'effrite très progressivement. Parce que la confiance n'est pas rompue, mais il y a une impression monétaire qui est d'ailleurs définie par les traités. Donc c'est en gros, dans la mission de la BCE, sur le contrat fiat, c'est écrit. On sait plus ou moins qu'il y a une inflation monétaire autour de 2%. On sait par la pratique de la BCE, par la jurisprudence de la Cour de justice, que la BCE peut acheter et inscrire à son bilan des titres et des obligations sur le marché. Donc, on le sait. Donc, oui, ça joue dans la confiance en la monnaie, mais ça ne rompt pas le contrat de confiance. C'est pas une rupture dans le sens où il y aurait une impression grave et grave pour en fait sauver un État. Vraiment sauver un État ou dire je vais mener une politique hyper agressive d'impression. Il y a ce côté, la BCE remplit encore sa mission, elle a étendu gravement son cadre, mais la confiance n'est pas rompue. La confiance avec l'euro n'est pas rompue. Voilà, si elle faisait ce que tu m'as dit qu'elle devrait faire, Ouais, pour sauver la France? là,
il y a un risque en fait de véritable fuite des Européens vers d'autres actifs sûrs. L'euro est un actif monétaire sûr finalement, c'est une monnaie très forte, mais parce que la BCE remplit sa mission. Parce qu'il y a des États qui surveillent l'Allemagne, les États qui s'en sortent bien, les États disciplinés, les Pays-Bas, les États plutôt protestants, les États latins, et l'Italie et l'Espagne sont remis sur le droit chemin. Et la France, c'est le pays latin qui fait pas, qui est latin pour le coup à l'extrême là, mais donc tu as vraiment des antagonismes entre États membres qui peuvent apparaître et même entre et les individus, eux, qui peuvent aujourd'hui faire leur choix plus que jamais. On est libre face à la monnaie, puisqu'on peut sinon la convertir en autre chose, en or. Voilà, c'est une fuite vers l'or, une fuite vers Bitcoin, une fuite vers les stablecoins ou une fuite vers tous les actifs autres que la monnaie, que l'euro. Donc Ouais. tu ne peux pas, tu ne peux pas sans mettre des contrôles de capitaux. Mais si tu mets des contrôles de capitaux, bah, tu n'es plus dans une union libre de marché qui doit garantir les libertés européennes de circulation des personnes, des biens et des capitaux. Donc, un vrai problème. Pas de problème. En tout cas, dans l'interview, on a fait tout sauf parler enfin, parcourir les questions qu'on avait prévues, mais c'est trop bien. Mais écoute, tant pis, écoute, c'était un script, mais c'était pas contraignant. Tout à fait, tout à fait. Mais moi j'adore parce que là vraiment on est rentré dans une discussion qui est super intéressante. Comme on arrive à la fin de l'heure, moi il y a une question que je tenais quand même à te poser. J'ai entendu parler du DAC 8. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ça va pas encore, parce qu'au début, tu sais, on parlait d'adoption. Est-ce que ça va pas encore nous éloigner de l'éthos un peu de Bitcoin du début, qui était que, un, on a droit à la propriété privée, et deux, on n'a pas envie de se faire tracer en fait de partout. Alors, DAC8, c'est une directive européenne de coopération, de collecte de données fiscales et de coopération entre fiscs. Ça vient du modèle de reporting de l'OCDE, donc Organisation économique de développement et de commerce et de développement, euh, qui a créé un modèle de reporting fiscal crypto, le modèle CARF, Crypto Asset Reporting Framework, qui est un modèle, qui est un standard de reporting et de communication entre administrations, qui est transnational. L'OCDE, c'est une organisation internationale qui propose notamment des conventions fiscales internationales. Et là, elle propose des règles internes à transposer dans les États. Ce modèle CARF a été intégré dans le droit de l'Union européenne par DAC8. Donc on passe de CARF, la proposition, à DAC8, la directive, obligatoire pour les États membres. Et DAC8, c'est une directive, et donc qui intègre ce modèle de reporting, et elle a été transposée par la France en 2025 par la loi de finances. Donc en 2026 entre en vigueur dans le Code général des impôts ces articles, qui, on en parlera, mais très récemment, en septembre, à fin septembre, les Émirats arabes unis ont intégré dans leur droit le modèle CARF. Donc vont, alors eux, ce ne sera pas en 2026, mais en 2027 que ce sera en vigueur. Mais on a entre 50 et 70 États qui l'ont déjà intégré, et au fur et à mesure, tu sais, c'est comme Bitcoin, plus tu l'adoptes, plus on l'adopte. CARF, plus les États qui l'adoptent sont nombreux, plus les États qui l'adoptent seront nombreux. Ça fait boule de neige. Boule de neige, ouais. Et en fait, CARF et donc DAC8 part d'un principe très simple. Les gens les mieux placés pour collecter les infos crypto et les déclarer, c'est les prestataires, les entreprises qui fournissent des services crypto. CARF, DAC8, dit aux prestataires qui fournissent des services crypto, vous allez être notre vigie, vous allez être nos yeux. Moi j'ai dit cette image, elle me fait toujours beaucoup rire, tu la connais sans doute, c'est le fétiche dans Kirikou. Les prestataires sont le fétiche voyeur au sommet de la maison de Karaba. De Karaba. Donc bon, c'est vraiment l'image, je l'avais utilisée pour mon article sur DAC8, et donc Karaba, c'est le fisc. C'est vrai que ça lui ressemble bien. Je pense que Karaba est moins malveillante. À la fin, Karaba est soigné. Ouais, le fisc reste dans sa nature ambivalente de taquet. Mais du coup, l'administration a ce besoin d'être informée de l'état des cryptos. Parce qu'en fait, le problème de l'impôt, c'est que le problème de l'impôt n'est pas une question matérielle ou physique, c'est une question de connaissance. L'impôt est établi sur la base d'une matière imposable, qui est un ensemble de données sur les actions accomplies par les contribuables. Ces actions accomplies sur les dépenses, les recettes et les dépenses. Quand ont-elles été accomplies, sur quoi, comment on évalue. Tout ça, ces données, c'est la matière intellectuelle de l'action fiscale. Et idéalement, l'État est à son optimum d'imposition possible quand l'État sait exactement au centime près les opérations au passif et à l'actif que tu as accomplies.
Pour les cryptos actuellement, l'État est plutôt dans le noir. C'est-à-dire, les connaissances sur la matière imposable près d'Acuit sont très dures à obtenir pour l'État, parce qu'elles sont réparties sur plein de wallets, plein de comptes différents, et que les PSCA n'ont pas d'obligation de déclaration spontanée. Aujourd'hui, les Binance, Kraken n'ont pas d'obligation de communiquer par client au fisc français l'ensemble des transactions. Ça n'existe pas. Le fisc peut demander aux prestataires les informations s'ils ont un contrôle à mener. Et là, les PSA communiquent, mais le fisc ne reçoit pas automatiquement chaque année les déclarations de ses prestataires sur l'état des transactions de chaque client. Donc, c'est seulement les clients qui doivent déclarer au fisc, lors de la déclaration annuelle, les transactions de crypto imposables qu'ils ont faites. Mais s'ils ne le font pas, le fisc n'a pas de moyen de savoir si j'ai menti. S'il n'y a pas un signal, par exemple, si j'ai pas fait un énorme virement de Binance sur mon compte LCL, le fisc n'a pas de signal d'alarme sur il y a un truc qui n'a pas été déclaré. Il y a une valeur qui est apparue qui n'est pas cohérente avec la déclaration. Donc il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Et le fisc a besoin d'un signal pour se dire qui je vais contrôler. Dacuit, c'est la résolution de ce problème. Dans le sens où Dacuit dit au prestataire, vous allez déclarer l'ensemble des transactions que je vous dis de déclarer chaque année au fisc national dont vous dépendez. Donc, maintenant, les prestataires vont devoir tenir un registre avec le nom, l'adresse, la résidence fiscale, les cryptos, les transactions crypto accomplies, selon leur catégorie, et déclarer sur un modèle standardisé, avec données standardisées, donc qui sont les mêmes pour l'ensemble des participants à Dacuit et à Carf. Donc on standardise les informations. Ça veut dire que la déclaration remise par Binance en Allemagne sera, sur les mêmes données, sera lisible en Suède, en Estonie. Donc c'est les mêmes données collectées selon le même procédé, exprimées selon les mêmes standards. Donc on parle la même langue dans tout le modèle. Donc c'est traitable partout dans le modèle CARF. Chaque administration pourrait échanger et comprendre les données très facilement. Et ça remonte au fisc. Qu'est-ce qui remonte au fisc? Toutes les transactions. Fiat, crypto, crypto-fiat, crypto-fiat. Donc le fisc aura un panoptique. Le fisc saura exactement que sur Kraken, vous avez accompli tant d'opérations pour combien, de quelle nature. Il saura si vous êtes entré depuis la blockchain, si vous êtes sorti sur la blockchain. Il aura vos wallets par lesquels vous êtes entré, il aura vos wallets par lesquels vous êtes sorti. Donc il sait. Il saura en fait, il saura non seulement ce que vous avez fait sur le compte, mais il saura quand vous êtes entré sur le compte et quand vous êtes sorti. Alors la limite, c'est les prestataires n'ont pas à déclarer les opérations qui sont faites sur les wallets. Ok. Le prestataire ne peut pas demander au prestataire de surveiller votre activité sur les wallets. Alors peut-être ça pourrait être la prochaine étape. Mais comment il pourrait le faire? Parce que si j'ai ma Ledger, par exemple, en fait, ni Binance ni personne ne peut surveiller ce que je fais dessus. Alors actuellement non, mais imaginons que tu retires sur ton adresse Ledger, sur l'adresse qui est dans ton Ledger, en 2026 depuis un prestataire soumis à Dacuit. En 2027, ton prestataire déclarera que toi, Elodie, tu as sorti tant de Bitcoin sur cette adresse. Alors, si tu as fait des opérations on-chain depuis cette adresse, elles ne seront pas déclarées. Mais qui sait, peut-être que DAC 9, DAC 10 dira que les prestataires doivent faire un suivi des adresses ou qu'il y aura un nouveau prestataire qui surveillera les adresses et qui rationalisera. C'est techniquement possible. C'est techniquement possible. Puisqu'on connaît l'adresse, elle est publique. C'est fini. Elle a été obtenue par une déclaration licite. Donc, c'est pas fait, mais ça pourrait être la prochaine étape. Et là, vraiment, le fisc saurait en fait tout ce que tu as fait sur tout. Maintenant, les transactions sur blockchain. Et le problème, c'est que sur blockchain, tu peux faire des transactions qui sont non imposables, des swaps crypto, mais tu peux faire des transactions, tu peux des petits crédits lombards, tu peux faire des prêts collatéralisés, tu peux faire des perps. Et ces opérations-là peuvent techniquement être imposables. Donc le fisc peut se rendre compte que tu as fait des opérations imposables sur blockchain. Donc on tombe sur un niveau de complexité et de risque fiscal, de non-compliance dans ta déclaration, qui me rend assez pessimiste. En fait, idéalement, à moyen long terme, pour être protégé, il faudrait abonder ces adresses blockchain par des fonds acquis sur blockchain et pas d'un prestataire. Par exemple, toi, Elodie, tu veux des bitcoins, tu vas sur le marché noir, tu donnes du cash et on te donne des bitcoins d'un wallet intraçable. Intraçable, c'est ça.
Et le problème, c'est que si c'est moi qui te donne les bitcoins contre ton cash, et que le fisc sait que c'est mon wallet, il verra un transfert bitcoin sans contrepartie vers un wallet, et il pourrait me dire, apporte-moi la preuve que c'est un wallet que tu contrôles. Et par hypothèse, je ne peux pas l'apporter puisque c'est toi qui le contrôle. C'est ça. Ouais, il pourrait dire, ah bah, t'as fait une donation. T'as fait une donation à ce wallet. Donc Je c'est te un problème. taxe aux donations les plus élevées. Donc, je te taxe à 60% de. Puisque je ne peux pas taxer le wallet, le donataire, toi tu es taxé en tant que donateur à 60%. Donc, tu vois, il y a des Faudrait le vrais. faire avec quelqu'un qui est dans une autre juridiction, du coup. Ouais. DAC 8 n'est pas le système finalisé, mais DAC 8 ouvre la boîte de Pandore d'une forme de panoptique off-chain et on-chain, avec des conséquences fiscales qui pourraient être très rigoureuses. Donc en fait, en 2027, les premières déclarations devront être faites par les prestataires au fisc français. Et là, vraiment, le fisc pourra savoir si tu as fait des ventes crypto, sur ces crypto fiat, par exemple, que tu n'as pas déclaré alors que tu devais déclarer. Donc le fisc sera en mesure de savoir si tu as dit la vérité sur ta déclaration. Par rapport à ce compte. Ouais. Si tu as un compte Kraken et que tu as fait des ventes en fiat et que ça ne ressort pas dans ta déclaration, le fisc saura automatiquement que ta déclaration, ou que tu n'as pas déclaré, bah, il saura que ta déclaration est inexacte. Donc soit tes ventes, en fait, t'as vendu 100 balles, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de contrôle fiscal, parce que le contrôle fiscal coûte de l'argent et doit être rentable. Mais si il voit que sur le compte d'Elodie, il y a des ventes en 2026 pour 40 000, 50 000 euros en fiat, là, il y a un contrôle qui pourra être diligenté. Donc, la cuite, c'est un signal qui dit, dans tel cas, il est opportun peut-être de contrôler. DAC8 ne permet pas au fisc de savoir exactement combien tu dois, puisque, en gros, euh, chaque prestataire ne connaît que les cryptos que tu as sur son compte. Si tu as un compte Mhm. Kraken, un compte Binance, un compte Bitstamp, et que tu as des wallets on-chain, l'impôt étant l'agrégat du produit de tous tes comptes, chaque prestataire ne peut pas savoir combien tu dois. Donc en fait, la déclaration de la fuite, elle te sera transmise par ton prestataire. En gros, ton prestataire te transmet une copie de ce qu'il te dit, t'informe qu'il déclare au fisc, et te transmet une copie de ce qui est déclaré. Et cette copie, en fait, ne te permet pas, tu peux pas juste recopier et déclarer avec ça. Et ce problème-là, comment dire, DAC 8 et ce qui te sera transmis ne simplifiera pas ta La déclaration fiscale. déclaration. Ouais. Donc, mais c'est quand même parce que au début de l'interview, tu disais qu'on n'a pas encore d'exit tax sur les cryptos. Avec ça, je pense que l'État aura maintenant les moyens en fait pour appliquer une exit tax sur les cryptos parce qu'ils auront assez de matière pour savoir ce que les gens ont. C'est vrai qu'il y a ce problème du fait que même si l'État voulait appliquer l'exit tax, ça demanderait en fait des données qu'ils n'ont pas. Mais c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Une fois qu'ils ont les données sur la matière imposable potentielle, l'application, pas seulement l'existence, mais l'application efficiente de l'exit tax sera possible. Donc c'est une excellente conclusion à cette discussion. Ouais, effectivement. Bah, en tout cas, merci beaucoup Pierre pour tout ce que tu as partagé. Je pense que tu seras obligé de revenir parce que j'ai encore plein de questions. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'aime bien aussi répondre, développer aussi une argumentation Oui, donc je avec pense qu'on fera un autre épisode parce que j'ai tout un pan en fait sur la question de propriété privée et de self-custody. Donc, bah, parce qu'on part du principe que lorsqu'on est capable en fait de prouver, et la question tu l'as évoquée tout à l'heure, quand on est capable de prouver qu'on est détenteur du wallet, bah, ça veut dire qu'il nous appartient. Mais est-ce que à ce moment-là, il y a peut-être un vide juridique parce que les clés en fait, on les a peut-être trouvées ou elles sont peut-être pas vraiment à nous. oui, Donc, on en parlera dans un autre épisode. ouais, Poser la question, en fait, tu as une présomption de propriété très forte attachée aux clés. Si tu es capable de signer une transaction sur un wallet et donc de mouvementer les cryptos sur ce wallet, le droit présume très mm, fortement que tu es propriétaire. Mais si on arrive à démontrer que ces clés, tu les as obtenues par extorsion, violence, fraude, c'est une présomption que tu peux renverser. Donc en fait, les cryptos qui sont sur ton wallet sont présumés très fortement t'appartenir, mais c'est pas une présomption qui est irréfragable. Donc il n'y a pas d'assimilation juridique entre avoir les cryptos sur son wallet et être propriétaire des cryptos. Dans 99,9% des cas, ce sera le cas. Donc en fait, les gens traitent propriété juridique et propriété de la clé privée. ouais, Et juridiquement, il y a une différence. Donc en fait, quand tu dis not your keys, not your crypto, ouais, c'est vrai dans la majorité des cas, mais il y a des fois, il y a des cas dans lesquels le droit, notamment dans des cas d'insolvabilité, peut dire que
bien que tu détiennes la clé, les cryptos appartiennent à autrui, et donc le droit peut t'enjoindre, tu peux refuser bien sûr, mais le droit peut t'enjoindre de transférer les cryptos, et dans une faillite, le droit peut dire que bah, qui a droit à ces cryptos, ce sont des personnes qui n'ont pas les clés. Donc pour résoudre plein de C'est questions ça. de droit civil ou des affaires, il y a la distinction propriété des cryptos et détention des clés, elle peut exister, mais on en parlera dans notre épisode. Ouais, je pense qu'il faut qu'on cale un épisode vraiment là-dessus parce que c'est un sujet qui est assez vaste et puis notamment aussi les questions de bah, les OGs en fait bah, qui aujourd'hui vont transmettre leurs cryptos peut-être à leurs enfants. Est-ce qu'ils prouvent que ces cryptos-là étaient à eux en fait à la base? Enfin, il y a plein de questions juridiques là-dessus. Ah Donc ça, on en parlera avec plaisir. Elodie, à bientôt.